Eh bien, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver une nouvelle fois ce jeudi, le dernier jeudi. Il y avait la dernière des surprises parties. Là, ce soir, c'est le dernier jeudi. Et pour ce dernier jeudi, eh bien, on a des invités, voilà, de luxe, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on accueille une commission, voilà, illustre dans la fédération, la commission Histoire et Patrimoine, et dont les intervenants vont vous être présentés par la vice-présidente Laurence Munoz. Donc, c'est Laurence qui prend la main et qui va introduire ce dernier séminaire de la saison. Eh bien, quelle responsabilité. Merci Dominique pour l'introduction, pour l'accueil. Bonsoir à tous, avec beaucoup de visages et de noms connus. On est très content de vous revoir sur ces jeudis-là. Et donc en particulier sur le dernier. Voilà. Donc ce jeudi, on a comment dire, cette opportunité, voilà, je cherchais le mot, cette opportunité pour vous présenter la commission Histoire et Patrimoine et ses travaux. Et donc, pour cela, je vais faire une petite introduction. Et puis ensuite, nous avons la chance d'avoir, j'allais dire, des membres de cette commission qui sont présents. Donc, nous avons Anne-Cécile Faure qui va prendre la parole juste après moi et qui est la personne qui sera responsable de la commission sur le plan national. Donc, Anne-Cécile pourra vous expliquer son parcours sans trop trahir de choses. Je ne sais pas si tu as prévu de le dire, mais elle a commencé par un service civique et puis auprès de Jean-François Gatté, qui est avec nous dans le Rhône, et donc qui a continué, puis qui est resté parmi nous à la FSCF. Et du fait, on a une jeune femme à la tête de la commission Histoire et Patrimoine. Donc, je la remercie. Aujourd'hui, on a aussi Philippe Blanc, qui est délégué du comité directeur auprès de cette commission. Et puis, les membres, donc j'ai bien cité Jean-François Gatté, qui est donc membre de la commission nationale. Actuellement, donc, les membres ont été nommés, soit parce qu'ils ont déjà des responsabilités, ou bien ce sont des personnes, je veux dire, illustres, dans le sens où, je vais en parler tout à l'heure, on a donc notre président d'honneur, Jean Wenzel, hein, donc j'expliquerai un petit peu tout à l'heure qui est à l'initiative. Et puis donc, parmi les membres également, Philippe Julien, et je regarde bien, Jacqueline Rocher. Jacqueline, je suis plus sûre que tu es, si tu as candidaté. Jacqueline Rocher, oui. Voilà, sur la commission. Bonjour Jacob, merci. Voilà. Nous avons aussi Richard Margot, qui est donc le salarié référent de la commission Histoire et Patrimoine à la Fédération, et qui encadre toujours nos services civiques, parce que chaque année, on bénéficie des services, de l'avantage d'un service civique sur les missions Histoire et Patrimoine. Et donc, à chaque fois, ces services civiques sont toujours, souvent évidemment des jeunes, et puis ils sont passionnés, ils nous apportent beaucoup de nouveautés, beaucoup d'élan, et puis parfois aussi des responsables, puisque Anne-Cécile est une ancienne service civique. Alors, le panorama ne serait pas complet. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire de la commission Histoire, parce que Jean Wenzel, notre président d'honneur, qui était donc, vous le savez, président de la fédération pendant très longtemps, nous a suggéré que puisse se créer un groupe de travail dans un premier temps. Et puis en 2008, donc cette commission est devenue, enfin ce groupe de travail, pardon, est devenu une commission nationale, hein, avec des vocations, des missions que je vais essayer d'expliquer en étant assez succincte, que j'ai eu l'honneur de diriger, j'allais dire de piloter. Et puis ensuite, il est parmi nous. On a eu Gilles Mouret, qui a pendant 2 mandats, Gilles, je ne crois pas me tromper, assuré la responsabilité, la coordination. Voilà, bonjour Gilles, ça fait plaisir. De cette commission, avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, hein, avec différents sujets qu'on va revoir. Alors, sauf à avoir oublié, parce que je vois Denise, des gens qui sont proches de nous, je vois Martine sur les médailles, dont je vais parler un petit peu, en tout cas les médaillés. Voilà, je regarde ce que j'ai oublié. Et Annie aussi. Annie, voilà, pardon, voilà, je savais bien que je restais. Bonjour Annie, voilà, des personnes qui sont actives dans la commission.
Alors, j'ai préparé un tout petit document support pour partager un petit peu avec vous. Cette commission Histoire et Patrimoine depuis 2008, hein, à l'initiative sur l'impulsion de Jean Wenzel. Une commission donc, qui a plusieurs missions. Alors, bien sûr, j'ai remis les jeunes, je crois que c'est des jeunes des années 30, là, hein, sur cette couverture-là, ce genre de couverture-là, avec une mission de la commission qui est à la fois ce travail de mémoire, de valorisation aussi de la mémoire et de là d'où l'on vient, et puis une question du sens aussi qui est liée à notre affinité, aux motifs qui ont motivé la création de la fédération et son évolution tout au long du XXe siècle. Donc, j'ai proposé trois objectifs: comprendre les racines de la FSCF et son évolution donc, au regard de l'environnement, savoir situer l'importance de l'apport de la FSCF à la vie associative en France, hein, c'est-à-dire le poids que représente la fédération dans ce mouvement associatif en France, et puis former, sensibiliser les dirigeants et les jeunes à l'histoire de la FSCF. Parmi les actions, ici elles sont un petit peu en vrac. Vous avez, je vais les citer, commenter éventuellement un petit peu, la constitution d'un fonds d'archives sonores, donc en recueillant des témoignages des personnalités, pour faire une banque d'archives sonores auprès des personnes qui ont rempli des responsabilités de niveau national. Des publications académiques et de vulgarisation. Alors, vulgarisation, ça ne veut pas dire que c'est vulgaire, évidemment, vous savez, c'est des publications qui sont à la portée du grand public, et les publications académiques qui sont plutôt des ouvrages, des articles scientifiques, et également portés à la connaissance, hein, à travers notamment Wikipédia, où il y a eu un travail extraordinaire qui a été mené sous, je dirais, la responsabilité de Gilles Mouret, par Claude Pillard, par Jean-Marie Joiret, qui ont été des acteurs particulièrement dynamiques dans la production de connaissances et de la mise à disposition de ces connaissances pour le grand public. Et puis dans la revue Les Jeunes, donc une page que vous voyez régulièrement consacrée, on pourrait peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, consacrée à l'histoire de la fédération. Parmi les actions, il y a aussi cette incitation à la sauvegarde des archives, faire en sorte donc que les clubs, les comités départementaux, régionaux prennent la conscience, je dirais, de cette importance de sauver les archives. Nous avons aussi dans les actions restauré des imprimés les plus endommagés, c'est-à-dire qu'on s'est donné les moyens, parce que ça coûte de l'argent, profiter de campagnes de restauration aussi qui sont menées par la Bibliothèque nationale de France, des campagnes de numérisation des ouvrages les plus anciens. Je pense à la revue Les Jeunes, qui est aujourd'hui en ligne sur Gallica. Alors Gallica, c'est une interface de mise à disposition du grand public pour visionner, donc de la Bibliothèque nationale de France, pour visionner les archives. Donc les jeunes sont en particulier visibles sur Gallica. Des récupérations de bandes vidéo et la transformation parfois d'anciens supports de bandes en 16 mm ou en bande vidéo magnétoscope sur des supports numériques. L'animation du territoire, la présence au Congrès national, des rubriques nécrologiques. Alors ça peut paraître, pas très gai, mais en réalité, c'est absolument important que la commission Histoire et Patrimoine puisse recueillir des informations sur des gens de la fédération qui ont consacré une partie de leur vie à la fédération. Et bien sûr, le musée virtuel. Donc, ce que j'ai recensé ici, j'ai essayé de le mettre dans quelque chose d'un petit peu plus synthétique, d'un petit peu plus concis dans l'émission. Et donc, vous voyez que les missions, elles sont diverses, animer et promouvoir, d'accord, donc sur le territoire, etc., comme je l'ai indiqué, porter à la connaissance, produire des connaissances, donc à travers la rédaction d'articles, d'ouvrages, etc., accompagner les acteurs sur justement la sauvegarde des archives, je pense qu'Anne-Cécile en parlera très largement tout à l'heure, et puis sensibiliser, former, à travers notamment la participation de Jean Wenzel, Jean-Marie Joiret sur les séminaires des dirigeants, par exemple, pour essayer de resituer
l'histoire et l'importance de la FSCF dans l'histoire de France, et puis inciter à sauvegarder et protéger. Enfin, la commission Histoire et Patrimoine, elle est liée, j'allais dire, par son objet même, aux Amis de la Fédération. Donc, cette association, les Amis de la Fédération, recueille, j'allais dire, des gens qui ont participé à la vie fédérale, anciens mais pas que. Et donc, on a forcément un lien, une connexion avec la commission Histoire et Patrimoine. Il y a aussi sur cette flèche plus claire la relation avec les médaillés, j'allais dire un petit peu aussi avec la relation avec la nécrologie, avec les gens qui nous ont quittés, parce qu'il s'agit de retracer les étapes par lesquelles sont passés les grands noms de la fédération. Et puis, il y a 2 autres flèches qui sont à développer, sans doute, les commissions techniques d'activité et les territoires, parce que, bien entendu, il y a quelque chose à faire du côté de ces histoires-là. Je vais en reparler tout de suite. Alors, sur la droite, vous avez les publications de Jean-Marie Joiret sur l'histoire de la Fédération. Alors, j'en ai fait quelques-unes aussi. Il y a plusieurs ouvrages qu'on peut nommer sur cette histoire de la Fédération. Alors, aujourd'hui, les questions qui se posent dans l'animation du territoire et qui peuvent peut-être vous stimuler, vous donner envie de nous rejoindre, de vous activer sur Histoire et Patrimoine, c'est l'idée de mailler le territoire par des référents territoriaux, d'avoir des gens qui portent un intérêt à cette histoire, de tous âges, de tous sexes, voilà, quelles que soient les personnes, bien sûr, de porter un intérêt à ces questions. De vous demander peut-être si l'animation d'un webinaire sur le territoire peut être intéressante pour l'année prochaine, pour les prochaines années, de mettre en place, justement, de mobiliser ce réseau, ce maillage territorial à travers des animations. Vous encouragez sans doute, ça c'est ma valence un petit peu histoire et histoire de la Fédération, à compléter l'histoire nationale, la grande histoire de la Fédération, par des histoires plus régionales, parce que parfois les histoires régionales sont en décalage avec l'histoire nationale, elles sont des fois même antérieures. Je pense particulièrement au Nord, où il y a une histoire régionale qui précède l'histoire de la Fédération. Donc cette histoire régionale, elle est importante à réaliser pour éviter de faire des histoires trop centralisées, trop lisses, trop la grande histoire. Et puis aussi des histoires par activité, ça c'est aussi un aspect sur lequel il me semble que la commission pourrait interpeller les commissions respectives techniques pour essayer de voir comment les commissions techniques ont évolué dans leur objet, dans leur public, et comment sont arrivées les différentes activités dans la fédération. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'histoires à écrire, et pour ça, on a une équipe remarquable, et donc ça me permet donc de passer la parole à Anne-Cécile Faure, qui est notre prochaine, qui est nommée pilote responsable de la commission Histoire et Patrimoine, et c'est elle qui donnera la parole à nos collègues. Bonsoir. Du coup, moi, je voulais vous parler de vos archives associatives, parce que je suis archiviste de formation et de métier. Donc, je voulais vous parler de vos archives associatives. Donc, je me suis préparé un document que je vais essentiellement lire pour essayer de me cadrer. Et il sera, comme ce sera assez technique, il sera en téléchargement, disponible en téléchargement. Donc, comme ça, vous pourrez retrouver les informations. Donc, je voudrais commencer avec la définition des archives dans le Code du patrimoine, pour vous dire exactement ce que sont les archives. Alors, les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc, c'est une définition très large. Et par exemple, l'enregistrement qui est fait de ce webinaire est une archive. Donc, les archives associatives sont des archives privées. Les archives des fédérations délégataires sont une exception. Comme ces fédérations remplissent une mission pour l'État, leurs archives sont publiques et prises en charge par les archives nationales. La FSCF, étant une fédération non délégataire, agréée et remplissant une mission de service public,
elle a pu déposer ses archives au pôle national des archives du monde sportif, qui se trouve aux Archives nationales du monde du travail, à Roubaix. Donc, les archives publiques et privées sont complémentaires. Les fonds privés donnent aux chercheurs un point de vue autre que celui de l'administration. Avoir connaissance des différents points de vue peut s'avérer indispensable pour écrire l'histoire. C'est le cas pour la période du régime de Vichy. Ce régime est la raison pour laquelle notre fédération est mixte. Sous la pression du gouvernement de l'époque, en 1940, le rayon sportif féminin, créé en 1919, a dû fusionner avec la fédération, alors nommée Fédération gymnastique et sportive des patronages de France. Après la fin de la guerre, le rayon a choisi de rester au sein de la FGSPF. L'archivage en cours au comité départemental du Rhône et de la métropole de Lyon a permis de trouver une lettre datée de 1940, adressée au chanoine G. Galland. Dans cette missive, le président général François Hébrard donnait délégation complète à l'Union lyonnaise pour diriger la Fédé en zone libre, d'après les propres termes de François Hébrard. Cela vous montre combien vos archives sont précieuses. Elles sont pour votre association la source de son histoire. Jean-Marie Joiret, donc ancien directeur des services de la Fédération, n'aurait pas pu écrire ses livres sur l'histoire de la Fédération sans consulter les archives fédérales, et sans sa propre mémoire, bien sûr. Un point de vue singulier et une mémoire de l'histoire locale et fédérale auraient disparu sans l'enregistrement du témoignage de l'ancien président général Jacques Gautron, issu de la Société de gymnastique La Mouette de la paroisse Saint-Vincent de Lyon, disparu en décembre 2019. Ces traces des vivants deviennent avec le temps l'héritage des disparus. Les recueillir et les valoriser fait se rencontrer les générations et les fédères. Entretenir sa mémoire permet à votre association de cultiver sa spécificité, sa créativité et sa capacité d'initiative. Transmettre votre histoire assure la transmission d'une culture commune et singulière à votre association et développe le sentiment d'avoir à partager une tradition, un héritage, des symboles et des valeurs. Cela crée un sentiment d'appartenance et devient un ciment de votre vie associative. Connaître votre histoire met en lumière l'action et l'utilité de votre association dans votre quartier, votre ville, votre village ou encore votre paroisse. Ça peut aussi aider votre association à surmonter les mutations que la société impose. Vos archives vous disent d'où vous venez, ce qui vous aide à savoir où vous allez et où vous irez. Vous êtes amené à les consulter et les utiliser pour établir votre projet associatif, par exemple. Avant d'être la source de votre histoire, vos archives sont pour vous des documents à valeur probante, vous permettant de justifier vos droits et vos devoirs. La loi exige la conservation de ces documents, pouvant fournir la preuve administrative ou juridique. Cette valeur probante a une durée limitée. Quand celle-ci arrive à terme, ou bien le document devenu obsolète peut être éliminé, ou bien le document prend une valeur historique et doit être conservé de façon pérenne. Donc, que garder de vos archives? Les documents à valeur probante sont notamment les archives comptables, les rapports d'activité financiers et morales, les procès-verbaux d'assemblée générale, les comptes rendus de réunion, les listes des membres du conseil et du bureau, les déclarations de préfecture, les statuts associatifs, les règlements intérieurs, etc. Les documents qui ont une valeur historique sont notamment les factures et contrats, et seulement ceux témoignant du choix d'investissement de l'association pour ses activités. Par exemple, l'achat de matériel pour la pratique sportive, culturelle ou artistique, la location ou l'achat de locaux. La correspondance qui témoigne des relations avec d'autres associations, avec des partenaires, des collectivités, des particuliers. La correspondance qui témoigne de la place de l'association dans l'histoire, de ses difficultés et de ses réussites. Les articles parus dans la presse, qu'ils soient du fait de l'association ou de la couverture par un journaliste d'un événement auquel elle a participé. Les photos et vidéos des entraînements, galas, compétitions de la vie associative. Les publications, affiches et tracts diffusés par l'association, comme un bulletin d'information, une affiche de compétition, un livret de gala de fin d'année, une plaquette anniversaire, un palmarès des équipes. Les anciennes licences aussi. Et outre ces archives, vous possédez aussi des objets qui ont une valeur historique. Par exemple, des médailles, des coupes et trophées, des écussons et fanions aux couleurs de l'association ou d'une compétition, les drapeaux déployés lors des défilés, des anciens justes au corps ou survêtements, des costumes, décors et accessoires de théâtre, des instruments de musique. Ces documents et objets gardent la trace des décisions, des activités et des évolutions de votre association.
Alors, le problème, ça peut être de savoir qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça et qu'est-ce que vous êtes susceptible de trouver dans vos placards. Donc, pour savoir ce que vous êtes susceptible de produire comme archives, savoir jusqu'à quand les garder, lesquelles jeter et lesquelles conserver, il existe un outil archivistique pour vous guider. C'est le tableau de gestion. Donc, pour vous donner un premier aperçu, une première clé de lecture, la première colonne du tableau présente chaque domaine. Donc, c'est l'administration, ou les finances et comptabilité, les locaux, les assurances, personnel, communication, relations, activités, et l'objet ou l'action qui donne lieu à la production de documents. Donc, par exemple, la création de l'association ou la réunion du conseil. Et une deuxième colonne présente la typologie des documents produits en fonction de ces actions, par exemple les statuts, les comptes rendus. Une troisième colonne renseigne la durée d'utilité administrative de chaque type de document, d'après la loi sur les archives. Donc, cette durée légale est celle pendant laquelle vous devez être en mesure de présenter le document pour faire preuve. Et une quatrième colonne indique le sort final du document au terme de cette durée. Donc, une fois que cette durée est dépassée, vous avez trois possibilités. Soit vous pouvez éliminer le document, soit vous devez le conserver, soit vous pouvez trier. Et donc, par exemple, éliminer les versions brouillon et garder la version définitive. Donc, quand il faut conserver, surtout, conservez vos archives. Quand il faut éliminer, vous pouvez choisir de conserver. Quand il faut trier, il faut faire avec discernement. Pour vous donner une idée, les archivistes estiment que 80% des archives produites par un service public de collectivité sont à éliminer et que seulement 20% sont à conserver. Donc, l'archiviste ne conserve pas tout, il apprend à éliminer et il élimine beaucoup. Cela permet de ne conserver que les archives pertinentes pour l'histoire et tout du moins ce que l'on estime devoir transmettre aux générations futures à l'heure d'aujourd'hui. Donc ensuite, un exemple de ce que vous pouvez jeter, ce sont les pièces comptables qui ont plus de 10 ans, les appels de cotisation de plus de 3 ans, les bulletins de salaire de plus de 5 ans, les doublons, les versions préparatoires, les brouillons. Comment les jeter? Attention, il faut détruire tous les documents contenant des informations personnelles avant de les jeter au recyclage, par exemple, de telle manière que les informations ne soient pas récupérables par un tiers. Pour éliminer les documents et données numériques, il est conseillé de le faire en 2 étapes. Commencez par les mettre à la corbeille et ensuite vider la corbeille pour les supprimer définitivement, après avoir vérifié. Une erreur de manipulation est tellement vite arrivée, prenez votre temps. Alors, comment conserver les archives que vous gardez? Pour classer vos dossiers en boîte ou dans une arborescence informatique, vous pouvez vous référer aux 2 premières colonnes du tableau de gestion dont j'ai parlé. Les archives papier, il faut les dater, les identifier de façon pertinente sur vos documents et dans vos dossiers. Donc, sur les documents, sur les chemises, sur les boîtes, pour pouvoir les retrouver et savoir ce qu'il y a dedans. Quand vous clôturez un dossier, il faut enlever tout ce qui est attache en métal, élastique, pochette plastique, parce que ça rouille, ça colle, ça déchire le papier. Tous ces accessoires de papeterie qui sont utiles pour la gestion quotidienne des dossiers finissent par abîmer le papier avec le temps. Pour matérialiser des ensembles de documents, vous pouvez utiliser plutôt des feuilles de papier A3 pliées en 2 et préférez le papier blanc ou des couleurs claires et pâles qui ne déteindront pas. Dans l'idéal, les archives doivent être rangées dans des boîtes d'archives ou boîtes de bureautique, posées sur des étagères propres, si possible à l'abri de la poussière ou régulièrement dépoussiérées, à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'eau et des animaux. Ça paraît évident, mais on a trouvé des choses très abîmées dans des greniers parfois. Donc, il faut faire attention. Les archives numériques. Dans le cas d'un document natif numérique définitif, il est tout à fait possible, mais pas nécessaire, de conserver une version imprimée. Dans le cas d'un document natif numérique imprimé et signé, c'est cette version papier qui doit être conservée, car c'est elle l'original qui a une valeur prouvante. Prenez garde à la façon dont vous nommez vos dossiers et vos fichiers informatiques. Commencez par la date au format international, c'est-à-dire d'abord l'année, le mois et le jour. Comme ça, vos fichiers se classent automatiquement par ordre chronologique. Puis, vous pouvez utiliser des mots pertinents pour l'identification du document et des abréviations, comme CR pour compte rendu. N'utilisez pas de mots de liaison, de déterminant, ni d'accent. Utilisez aucune ponctuation ni espace, seulement les tirés du 8 ou les tirés du 6, sont les tirés du bas ou du milieu. Identifiez les versions du document en les numérotant.
Prenez également garde à la façon dont vous enregistrez vos fichiers informatiques. Pensez à enregistrer vos documents finaux au format PDF pour être certain de pouvoir les diffuser tels que vous les avez créés et de pouvoir les lire dans 10 ou 30 ans ou plus. Tous les formats de texte ne sont pas lisibles dans le temps. Il peut y avoir des logiciels qui ne sont plus utilisés et du coup, on ne peut plus lire les documents. Donc, il faut bien les enregistrer au format PDF. Prenez également garde à la façon dont vous stockez vos fichiers informatiques. Prenez garde, faites attention à faire régulièrement des sauvegardes de vos archives numériques pour les stocker sur différents supports autres que votre ordinateur ou votre serveur. Le but est de parer à une erreur humaine ou une défaillance matérielle. Ne comptez pas seulement sur le cloud. Alors, il y a la question qui se pose ensuite de où conserver toutes vos archives. D'abord, il faut que vous les localisiez, parce qu'il peut arriver que vous ne sachiez pas où se trouvent vos archives. Il faut essayer de toquer à la porte de vos anciens présidents, secrétaires ou trésoriers. Elles se trouvent souvent chez eux, surtout quand vous n'êtes pas propriétaire de vos locaux ou que vous n'en avez pas. Si vous êtes une association de plus de 60 ans, ce sont aussi peut-être vos anciennes archives qui sont absentes. Il est possible qu'elles se trouvent, par exemple, au sein des archives de votre paroisse ou de votre diocèse, si à l'époque vos locaux appartenaient à la paroisse ou que votre dirigeant était un membre du clergé et que cela a changé dans les années 60. Si vos archives se trouvent chez un de vos membres, elles sont en danger de disparaître quand cette personne disparaît. Ces héritiers n'ont pas forcément le même attachement que leurs proches à votre association ou n'ont simplement pas conscience de la valeur de ces documents. Les archives ayant fini à la benne pour plus ou moins par accident ne sont pas rares. Nous vous conseillons donc de chercher vos archives, de savoir où elles se trouvent et, le cas échéant, de les récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Cela peut s'avérer compliqué, il est vrai, pour les associations n'ayant pas accès ou ne possédant pas de local permettant de les ranger correctement. C'est pourquoi il y a une possibilité, c'est donner vos archives à un service public d'archives. Vous pouvez faire ce choix de donner vos archives, papier comme numérique, à un service public d'archives. Si votre association est un comité départemental ou régional, vous pouvez vous adresser aux archives départementales. Si votre association est un club dans une commune disposant de son propre service d'archives, adressez-vous aux archives municipales, sinon adressez-vous aux archives départementales. Tout don est gratuit et donne lieu à une convention entre votre association et le service d'archives. En lui donnant vos archives, vous lui en transférez la propriété physique, mais vous en conservez la propriété morale en tant que producteur. Vous avez le droit d'y avoir accès et de les emprunter de façon ponctuelle et pour une certaine durée, à l'occasion d'un anniversaire de l'association, par exemple. Tout fonds d'archives privées donné aux archives publiques devient inaliénable et imprescriptible. Il est conservé en totalité et perpétuellement dans les mêmes lieux et conditions que les fonds d'archives publiques. Il ne peut être rendu, vendu ou détruit. Tous les frais de conservation et de traitement du fonds sont à la charge du service d'archives. C'est en 2007, dans le cadre du programme MEMOS, Mémoire du sport, que la fédération a déposé ses archives. Préalablement, elles ont été triées, classées et inventoriées par un archiviste de l'Académie nationale olympique française. L'inventaire de recherche est consultable et téléchargeable sur le site internet des Archives nationales du monde du travail. Donc, le travail d'archivage est un travail de longue haleine. Ce ne sera pas fait en un jour, ça prend du temps. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. C'est pourquoi, plutôt que de le voir comme une montagne à franchir, voyez-le comme une pelote emmêlée que vous démêlez un nœud après l'autre, après avoir choisi votre nœud ou l'avoir pris au hasard. C'est recommandé d'avoir un responsable des archives au sein de votre association, mais le classement des archives est l'affaire de tous, car tout le monde en produit. Vous pouvez aussi valoriser vos archives et vos objets. Quand on fouille dans ces archives et ces placards, on trouve des pépites et des objets insolites. Alors, on a envie de les montrer. Donc, vous pouvez, à l'occasion d'anniversaire, par exemple d'une assemblée générale ou d'un gala, présenter une exposition, dans une exposition, vos trouvailles archivistiques et vos objets ressortis des placards. Vous pouvez aussi les exposer dans une vitrine à l'entrée de votre association, par exemple. Vos archives se révéleront peut-être aussi une source d'inspiration pour écrire votre histoire associative. Enfin, je voudrais vous dire un mot sur le musée virtuel et la photo du mois. Est-ce que vous saviez que la Fédération avait ouvert son musée virtuel en 2016 ? Présenter des objets et des affiches du patrimoine de la Fédération est la raison d'être de ce musée. L'entrée se trouve dans le bloc jaune du site internet fédéral. On y trouve, entre autres choses, un anémomètre, des badges, des bâtons de pèlerin, des affiches de compétition. Donc, ce musée est le vôtre.
Sur la page des actualités Histoire et patrimoine, vous trouverez chaque mois une photographie ancienne dénichée dans le fonds iconographique fédéral. Le moment d'histoire capturé par la pellicule vous est raconté en quelques lignes. Donc cet espace Histoire et patrimoine sur le site internet fédéral est un lieu d'exposition, de ressources, d'information et d'inspiration. N'hésitez pas à venir le visiter. Voilà, donc vous pouvez y trouver les coordonnées de la commission pour demander des conseils, de l'aide, des renseignements sur les archives ou sur tout autre sujet Histoire et patrimoine. N'hésitez pas à venir vers nous. Voilà. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si… Très bien, merci Anne-Cécile. Je crois que donc, tu as prévu, pour continuer, d'interroger des membres de la commission. Merci parce que bon, ton exposé était très clair. C'est bien que tu puisses comment dire, confirmer aux participants que tu avais donc un support écrit sur lequel on pourra retrouver l'ensemble de ces informations. J'imaginais tout le monde prendre des notes très sérieusement. Donc là, il y aura un support écrit. Tout sera, tout ce que j'ai dit sera fourni téléchargement. Donc. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu as prévu de poser quelques questions à nos éminents membres de la commission. Alors, je voulais demander à Jean-François, qui a été mon tuteur dans le Lyonnais. J'aimerais que tu racontes pourquoi tu es devenu tuteur de volontaires en service civique sur le Lyonnais. J'ai toujours été intéressé par l'histoire de la Fédé, mais je suis rentré plutôt par la Commission nationale en 2009. Et après, je me suis lancé dans les recherches historiques et j'ai voulu en faire profiter son secteur d'activité du Lyonnais. Et c'est là que j'ai pu m'occuper des services civiques lorsque Annie Sylvestre Baron m'a demandé d'être référent régional pour l'histoire et le patrimoine. Donc, étant donné que la Ligue du Lyonnais s'est mise à faire appel au dispositif des services civiques, eh ben, on en a profité pour développer l'activité sur le Lyonnais. Et j'ai utilisé pour ça les services des services civiques, qui sont des jeunes, je dirais, exceptionnels. Ils s'occupent de l'histoire, ils s'intéressent à l'histoire, alors qu'au départ, j'avais vraiment pas ça en tête. Je pensais que c'était quand même une affaire d'anciens. Voilà. Donc, je regrette rien de m'être occupé des services civiques. Au contraire, ça a été une chance pour servir de moteur aussi à un petit groupe historique qu'on avait. Et donc, sans eux, je pense qu'on n'aurait pas avancé de la même manière. Et tout ça avec un rendez-vous hebdomadaire pour essayer de faire le point, le bilan, et puis suivre un petit peu un plan, des objectifs et puis une ligne directrice. D'accord. Et donc, quel a été l'apport de ces volontaires au cours de leur mission? Alors, un apport indéniable, hein, c'est sûr. Je pense que sans eux, comme je le disais, on n'aurait pas avancé aussi vite. Et bon, mis à part le fait que on avait du travail à faire, mais il y avait quand même 3 comités qui composaient la Ligue. Donc, il a fallu s'occuper du comité de l'Ain, de la Loire et du Rhône. Donc, posté dans le Rhône, on a fait quand même des déplacements. On est allé, je dirais, voir les associations. Dans l'Ain, on est allé à l'Espérance Bressane. Dans la Loire, on est allé à l'avant-garde de Saint-François de Saint-Étienne. Sur le Rhône, on est allé à l'élan de Lyon. On est allé aussi faire les recherches aux archives municipales et départementales. On a fait des recherches et on a présenté des expositions. Donc tout ça, je pense que sans eux, je pense qu'on n'en aurait pas fait la moitié, quoi. D'autres thèmes aussi, on a fait la numérisation des publications locales.
on a numérisé, enfin on n'a pas numérisé, mais on a fait un travail de recherche sur le sport culture actualité, qui est la revue départementale qui existe depuis 68 et qui continue à vivre de façon numérique aujourd'hui. On a fait des rencontres aussi, des rencontres qu'on a appelées Café Souvenir. Ça, c'était sur le Rhône. Et on a eu l'aide de personnes intéressées par l'histoire qui sont venues nous aider. On a mis des photos sur la table et on a avancé un petit peu parce que c'est complètement aberrant, mais il y a des photos, on ne sait pas qui c'est. Il n'y a aucune mention d'eau. Et aujourd'hui, il y en a qu'on ne connaît encore pas. Les photos d'avant 1930, plus personne n'est là pour nous expliquer qui était sur les photos. Voilà, et puis c'est des exemples parce qu'on a fait énormément de choses. Je ne peux pas développer là, d'ailleurs, je n'ai pas préparé ça pour ça. Voilà. Mais les échanges intergénérationnels sont intéressants et inoubliables. Voilà. Merci. Et je confirme, c'était une excellente expérience. Voilà, et tout ça, c'est assez simple à organiser dans les régions. Hein. Il faut quand même utiliser les actions, enfin, je sais pas, par exemple, les congrès départementaux, on les appelle peut-être plus comme ça, mais les congrès des comités, les congrès des associations, les associations aussi peuvent faire ça chez eux en faisant des présentations, en mettant sur la table des documents et puis histoire de parler autour de ces documents, on peut ouvrir le dialogue avec les gens intéressés, quoi. Donc sur les régions, il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire, sur les comités aussi. Il y a énormément de travail à faire. Ça ne sera jamais fini. Non. Voilà. Bon, ben c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Après, j'avais une question pour Jean Vincel. Je voulais te demander en quoi la fédération occupe-t-elle une place particulière et originale dans l'histoire du sport, de la culture et de l'olympisme? Le micro n'est pas enlevé. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. C'est un vrai plaisir pour moi de retrouver des visages connus, familiers, avec qui j'ai fait un bon parcours fédéral. Donc vraiment un grand plaisir. Merci à chacune et chacun d'être là. Anne-Cécile, tu m'infliges une punition, 5 minutes de temps de parole pour 113 ans d'existence. Tu peux dépasser un peu, on a le temps, je pense. On a un petit peu de temps. Donc, on va essayer de rester sur… de toute façon, donc… Oui, on va essayer de rester sur l'essentiel. Je me méfie parce que je suis sous le contrôle de Laurence Munoz, hein, qui va corriger, compléter mes propos. En quelques minutes, donc, traiter ce sujet-là, ou l'approcher tout au moins, c'est remonter aux origines de la création de l'institution. On est dans un contexte de la fin du 19e siècle. On est sur la défaite de 1870. Les Prussiens nous ont collé une raclée. Au passage, ils nous ont piqué l'Alsace, une partie de la Lorraine, mine de rien. Il n'y a pas d'organisation du sport en France à cette époque-là. Et on est, pour faire très court, dans un climat d'opposition entre les patronages laïques et les patronages catholiques de l'époque. Alors, un certain Paul Michaud, chirurgien lorrain, catholique, éprouve le besoin
de rassembler notamment tous ceux qui sont dans les patronages, on y reviendra tout à l'heure, pour créer la Fédération sportive et culturelle de France, qui avait à l'époque un autre sigle, lequel a évolué aussi au fil du temps. Alors, dès le premier jour, en quoi la fédération a-t-elle une originalité et une place particulière dans l'histoire? L'objet premier de Paul Michaud, ce n'est pas de faire du sport pour du sport. Il a 4 objets principaux: le patriotisme, le domaine sportif, le domaine social et le domaine culturel et artistique. Le domaine patriotique, il découle de la volonté de voir l'Alsace et une partie de la Lorraine passer du côté des Allemands, revenir dans le giron français. C'est ce que nous obtenons à l'issue de la guerre de 14-18. Sportif, pourquoi le sport? Eh bien, c'est la gymnastique qui est restée l'activité dominante de la fédération parce qu'elle participe à l'époque largement à la préparation militaire. Donc, il y a une relation directe, non pas pour gagner des médailles, mais pour faire des soldats en capacité de pouvoir combattre l'ennemi et d'obtenir donc ce retour de l'Alsace des territoires qui nous avaient été confisqués. Le troisième objet, qui est de nature sociale, et on aura l'occasion d'y revenir parce que la fédération n'a jamais quitté ce sujet-là comme thème principal de ses actions. À l'époque, c'est tout simplement le fait de rassembler nombre de jeunes orphelins au sein des patros quand nombre de familles sont disloquées, endeuillées par les morts de la guerre. Et à l'époque, évidemment, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone comme aujourd'hui. Donc, le patronage est le centre de vie, en fait, et notamment pour ceux qui sont orphelins. Et donc là, il y a une fonction sociale immédiate à travers les activités qui sont proposées dans les patronages. Enfin, le domaine culturel et artistique est présent dès les premiers jours, puisque là, nous avons les cliques qui sont derrière les gymnases, et on intègre donc dès l'origine de la fédération la culture, l'art, qui sera officialisé en 1968 par le nouveau sigle de la fédération, Fédération sportive et culturelle de France. Au fil des années, la fédération s'est attachée à préserver cette spécificité, cette affinité. Fédération affinitaire, affinité on trouve dans le dictionnaire, affinitaire on ne trouve pas. Donc on est dans un cadre avec d'autres fédérations qui sont devenues, qui sont passées de concurrentes à fédérations amies. Je parle de la FSGT, dont la relation est le monde du travail, l'UFOLEB, dont la relation est la laïcité, et nous qui avons une relation avec les instances chrétiennes et plus particulièrement catholiques. Donc, c'est d'ores et déjà à l'époque considérer le sport et la culture comme des moyens d'épanouissement et de réalisation des personnes et non comme une finalité visant la performance. Dès l'origine, on voit bien comment on fait le distinguo entre les fédérations naissantes dites délégataires aujourd'hui qui ont pour objet premier d'aller vers un sportif qui a des performances et des fédérations affinitaires comme la nôtre qui ont la particularité, l'originalité de permettre l'épanouissement de la personne, la construction de la personne à travers l'activité sportive et ou culturelle qui n'est à ce moment-là pas une finalité mais un moyen. Une place particulière aussi, la fédération est quasiment la seule qui associe le sport et la culture dans son sigle, mais plus que dans son sigle, aussi dans ses moyens d'action. La fédération a aussi une originalité, c'est qu'elle a été au fil du temps à l'initiative d'un certain nombre de mesures comme le certificat médical, comme la création du football à 7 et bien d'autres initiatives. C'est
permettre aussi, en termes d'originalité, à celles et ceux qui se reconnaissent dans la religion, dans la chrétienté, dans la religion catholique, de donner un supplément d'âme à leurs actions de nature technique et humaniste, dans le plus grand respect, bien évidemment, des consciences à ce niveau-là. La fédération, dès le premier jour, n'érige pas de frontières idéologiques, tout simplement par respect de son histoire, de sa spécificité humaniste, sociale et sociétale, et aussi et surtout, je viens de le dire, par respect des consciences de chaque adhérent au regard de la religion. Donc ça, c'est un passé, mais qui a perduré. Toutes ces particularités, en fait, puisqu'on a glissé le terme olympisme dans l'intitulé de l'intervention, elles sont en fait communes avec la philosophie de l'olympisme chère à Pierre de Coubertin. La fédération, par l'intermédiaire de Paul Michaud et des responsables de l'époque, avait approché Pierre de Coubertin, et la devise olympique du père Henri Didon a été aussi un peu bâtie en relation avec les contacts qui avaient été établis à l'époque. Pierre de Coubertin, l'olympisme, chacun le sait, c'est une philosophie de vie, et la fédération se retrouve bien dans cette philosophie de vie. C'est la raison pour laquelle on fait bien le distinguo entre les fédérations olympiques et les fédérations affinitaires et multisports. Les fédérations olympiques sont venues en 1972 rejoindre au Comité national olympique et sportif français les fédérations non olympiques, et on voit bien que les fédérations sportives olympiques, eh bien, elles ont le sport et le résultat sportif comme ambition numéro 1, alors que les fédérations affinitaires comme la nôtre, c'est aussi une originalité, se revendiquent d'un courant qui est dans l'épanouissement de la personne et pas strictement dans l'obtention des résultats. Alors, un mot, parce que j'ai déjà dépassé mes 5 minutes de temps de parole, juste pour indiquer qu'aujourd'hui, la fédération reste fidèle à son histoire. Elle a le devoir aussi de s'adapter aux évolutions du monde moderne, monde sportif, culturel, mais qu'elle serait fragilisée si elle devait perdre ses notions d'originalité et de spécificité. Elle serait vraiment en danger, de mon point de vue, parce que si nos commissions techniques font strictement la même chose que les fédérations délégataires, dans le contexte actuel, il y aurait beaucoup de soucis à se faire pour la pérennité d'une institution comme la nôtre. Voilà, j'ai largement dépassé les 5 minutes, donc je m'arrête là. Merci Anne-Cécile et merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean. Je crois que tous les membres de la commission qui devaient intervenir il y avait quelque chose à dire, l'ont dit. Je pense que Dominique, je te laisse reprendre la main et puis… C'est pas un cadeau de passer derrière Jean Van Zyl, hein, mais bon, il faut bien que quelqu'un s'y mette, voilà. Je pense que Jean pourrait faire une série de webinaires à lui tout seul, donc je lui livre la commande, voilà. Moi, c'est ma 14e semaine, donc Jean, si tu veux dépasser le score… c'était finalement un signe de terminer par Histoire et Patrimoine, parce que ça vient clore une session que nous avons commencée fin mars. Ça fait 14 semaines qu'on se retrouve toutes les semaines. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont suivi les 14 éditions successives. J'avais promis une récompense pour ceux… Ah ben voilà, ah ben déjà ça ne le fait pas. Qui a fait les 14 semaines? J'avais promis un prix, hein. Normalement… Marie-Ange, levez la main. Ah, Marie-Ange, donc tu auras le droit à une boisson gratuite au congrès. Je vous rappelle les différents thèmes. Nous avons abordé la formation, animateurs salariés et animateurs bénévoles. Nous avons abordé la jeunesse avec les camps FICEP, avec Solidaire, l'éveil aux responsabilités. Nous avons parlé de la certification, des labels. Nous avons parcouru les dossiers PSF, on y reviendra l'année prochaine. Le sport santé avec le concept à toute forme. La nutrition, qui a écouté la nutrition? Il y avait 2 choses à retenir. Denise, Annie, qu'est-ce qu'on a dit à la nutrition? Plus jamais les chips, on a dit.
et de l'eau chaude le matin au réveil. Je vous laisse méditer. On a eu aussi un instant sur les ressources humaines, l'association employeur, FSCF en fait. Alors celui-là, je vous le recommande. Je vous rappelle que c'est celui-là où le président a chanté. Et là, tout le monde comprend pourquoi il a fait gym masculine et pas chant choral. Je vous laisse méditer. Nous avons fait aussi l'instant santé, la reprise. Vous vous rappelez? Pas trop vite, pas trop loin, pas trop fort, pas trop, pas trop. Je vous la laisse aussi, vous la referez en un mot, en deux mots. Nous avons vu le RSO, l'instant juridique et les assurances, une spéciale dédicace pour la commission éveil qui nous a bien rappelé quel était le principe de ce refus de la spécialisation précoce et de l'éveil de l'enfant et de la personne en général. Et puis la semaine dernière, une séance un peu intello, hein, avec les dispositifs de rentrée, la carte passerelle, le passeport, le passe culture, l'attestation d'honorabilité qui va nous tomber dessus et le nouveau certificat médical dans sa 72e édition, avant qu'il ne soit encore modifié. Et cette semaine, comment archiver tout ça? Moi, j'ai envie de dire, hein, c'était carrément écrit. Donc, je vous rappelle que tout ça, vous le retrouvez sous bandeau bleu, communication presse, webinaire. Et là, vous avez les 14 dernières semaines de ma vie qui vont défiler. Vous avez la réunion enregistrée et tous les supports qui vous ont été présentés, y compris bien évidemment ce qu'Anne-Cécile vient de vous décrire pendant toute sa présentation. Le support sera là et toutes les interventions de Jean et des personnes qui sont intervenues ce soir. Donc, vous les retrouverez, je pense, avec la possibilité de les réécouter tranquillement et de vous en inspirer pour la suite. Les 20h54, Laurence Munoz a mis un poulet au four avant de faire la réunion. Elle m'a donc dit de tenir les délais. Je voulais dire à tous ceux que j'ai pu côtoyer pendant 14 semaines que ça a été vraiment un moment super. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces moments partagés avec vous. J'espère que l'inverse est vrai, mais là, les micros sont coupés, donc je suis tranquille. Et en tout cas, ce que je sais, et je vous l'en assure, nous reprendrons ce format à la rentrée, peut-être moins fréquent parce que toutes les semaines, c'est un peu lourd. Et puis le jeudi, maintenant, vous avez entraînement, donc vous ne pourrez pas forcément être disponible, ou vous avez peinture ou aquaponie. Et du coup, nous aurons une fréquence un peu différente. Et nous vous solliciterons pour des thématiques, parce que ce qui est important, c'est que les webinaires correspondent à vos attentes et correspondent à vos besoins. Voilà, on peut faire des webinaires sur peigner la girafe, mais ça ne va pas vous aider dans le monde associatif. Ce qui est nécessaire, c'est d'aller avec des éléments qui vous seront utiles et qui vous permettront de conduire votre mission dans les meilleures conditions. Et on avait vu le mystère qui tourne autour du projet associatif, de la connexion avec le compte Hello Asso et tant d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, vous avez des adresses mail dans l'instant webinaire, n'hésitez pas à nous interpeller. Nous sommes là pour vous accompagner, pour répondre à vos attentes, pour faire en sorte que cette vie associative, on la passe ensemble le mieux possible. J'espère que vous avez fait un super week-end FSCF en fait. Bon, personne n'a fait de commentaire sur mon jeu de mots FSCF en fait. Bon, tant pis, une fois de plus, j'ai raté mon coup. Elle était pas mal, hein. Elle était pas mal. Même Philippe Blanc ne l'avait pas fait. Bon, c'est pas grave. Après, il y a Jean Wenzel, donc je me méfie sur les jeux de mots parce que là, un peu, c'est dur, il y a de la concurrence. Je vous souhaite à tous un bel été. Hein, j'espère qu'il sera des plus agréables et puis on se retrouvera par écran interposé ou dans d'autres temps forts de la fédération parce que cette fois-ci, on en aura au congrès, aux assises, etc., sur les plateaux ou dans vos associations. Vous aurez certainement grand plaisir à retrouver toutes vos équipes et tous vos adhérents. Et puis, pour qu'on repasse à nouveau de grands moments de convivialité, comme on sait les vivre dans notre fédération si spécifique, comme l'a dit notre président d'honneur. Merci à tous, bonne soirée, bel été et à la rentrée.